Très très heureux de vous accueillir dans ces locaux de la COBEMA pour vous présenter une conférence de Claire Sévrac concernant son ouvrage Complot mondial contre la santé. Ouvrage assez dense, aussi bien en quantité qu'en qualité, c'est-à-dire que c'est un bouquin quand même de 450 pages avec 561 références sur la dérive la plus dangereuse de la société moderne, du choix moderniste ambiant, c'est-à-dire la santé. Et qui dit santé dit médecine, pharmacie, etc. et dit aussi agriculture, puisque ça va de soi, si on continue à manger autant de pesticides, d'OGM, d'hormones, d'antibiotiques, etc. dans tout ce qu'on bouffe quotidiennement, ça finira très très mal. D'ailleurs, ça commence à mal aller. Donc ce bouquin, Dieu sait que j'en ai lu des bouquins sur la santé, c'est un petit peu mon domaine aussi, mais surtout j'ai fait le tour de dizaines et dizaines et dizaines de livres. Celui-là, il a l'intérêt d'être exhaustif, de résumer beaucoup de choses et de faire le tour un petit peu de la question. Ça ne sera jamais entier parce que les scandales, ils sont innombrables et extrêmement graves, extrêmement sérieux. Bien sûr, on les découvre après coup, quand il y a eu 2000 morts, le Mediator. Personnellement, je suis persuadé qu'on est bien au-delà des 2000. Ouais. Bien au-delà des 2000. C'est un génocide, c'est un meurtre de masse. Et bien sûr, 30 ans après, on a eu l'amiante, on a eu le sang contaminé. Ce qui se passe, c'est que on a des scandales comme ça éparpillés dans le temps et dans l'espace, et on n'arrive pas à saisir l'importance et la gravité de la situation. Par contre, avec un bouquin comme ça, qui fait une synthèse de tout ça, eh bien, on a une vision d'ensemble assez effrayante, mais bon, on n'est pas là pour plaire, ni pour raconter des petites histoires pour faire dormir les enfants. On est là pour dire la vérité. Donc je vais laisser Claire Sévrac présenter son ouvrage, puis on débattra si vous avez des questions quelconques sur le sujet. Et ensuite, si vous voulez vous procurer cet ouvrage, elle vous signera une petite dédicace. C'est un bouquin extrêmement important qu'il faut avoir et prêter, distribuer dans la famille. Parce que les gens ne sont pas du tout conscients de tout ça. Les gens font confiance, de moins en moins, Dieu merci, mais ils font confiance et c'est normal qu'ils fassent confiance. On n'a pas fait des études de médecine, on n'est pas médecin, on fait confiance aux médecins, c'est normal. Donc par contre, il faut quand même s'intéresser à tout ça parce que ça commence à devenir inquiétant. Les épidémies de maladies dégénératives, neurodégénératives, les épidémies de toutes sortes, que ce soit la sclérose en plaques, l'autisme, c'est quand même inquiétant, ça ne va pas du tout. Le cancer, il suffit de voir les cartes mondiales du cancer, elles ne concernent que l'Occident, chimifié. Vous allez en Afrique, c'est tout vert. L'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie, c'est rouge. Que ça soit le cancer du côlon, de la prostate, du sein chez la femme, le plus nombreux. C'est hallucinant. C'est tout rouge en Occident, vert, clair, très clair en Afrique et en Asie, ou en Amérique du Sud. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on a fait un choix scientifiste excessif qui fait qu'on se retrouve quand même avec des cancers. Il faut se réveiller quand même. Le cancer, ça fait très très mal. C'est hyper douloureux. C'est abominable un cancer. On finit pas beau. On pèse 30 kilos, la morphine ne fait plus rien. C'est très grave. C'est pas une grippe. Donc voilà, il faut quand même prendre un peu ça au sérieux. C'est ce qu'on essaye, ce qu'on tente de faire. Donc je vais laisser la parole à Claire Sévrac et on reprendra ensuite. Merci. Bonjour. Je voudrais dire en exergue une phrase de Rostand qui disait « L'obligation de subir nous donne le droit de savoir ».
Je pense que c'est la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on est des cobayes et que, comme vient de le dire Salim, on le sait généralement 10 ans, 20 ans ou 30 ans après quand c'est beaucoup trop tard. Et que, par exemple, pour se raccrocher à l'actualité, l'histoire du Mediator qui vient d'exploser, en fait, s'il n'y avait pas eu Irène Franchon et s'il n'y avait pas eu des gens déterminés derrière, ils auraient continué à rendre malades et à tuer des gens qui prenaient un médicament en toute confiance avec l'aval de leur médecin. Il se trouve que là, ils ont été arrêtés, mais en fait, c'est le même schéma partout. Ça s'est passé pour le Vioxx, pour la thalidomide, pour le Distilbène, enfin et pour d'autres médicaments qu'on ne sait pas. Et puis d'autres, justement, que beaucoup de lanceurs d'alerte dénoncent en ce moment, dans l'indifférence générale, parce qu'ils s'en foutent. Mais par exemple, le vaccin de l'hépatite B qui continue à être promotionné par les autorités. Il y a des films, des pubs où on dit qu'il faut aller se faire vacciner, alors qu'on sait qu'il y a déjà 80 000 enfants rien qu'en France qui sont sur des fauteuils roulants avec des scléroses en plaques. Le vaccin du papillomavirus, par exemple, pour le cancer de l'utérus, où ils font vacciner toutes les petites filles de 14 ans, alors que dans le document d'AMM, il y a déjà marqué que ce vaccin n'est absolument pas efficace contre le cancer de l'utérus, mais contre 2 papillomavirus qui peuvent éventuellement donner le cancer dans 30 ans, alors qu'on en a 100 dans le corps. Et même si ce vaccin était efficace contre ces 2 papillomas, il l'est que pendant 5 ans. Donc les petites filles de 14 ans à 19 ans, déjà, elles sont même plus immunisées contre ces deux papillomas. Plein de trucs comme ça. Il y a 18 000 morts par an en France par les médicaments, 130 000 aux États-Unis. Et là, personne ne dit rien. Je veux dire, on fait des campagnes pour les morts sur la route, c'est très bien, je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi personne s'attaque à ça alors que c'est de notoriété publique ? Maintenant, je suppose que comme moi, le peu que j'ai discuté avec vous avant d'entrer, je pense que vous êtes tous plus ou moins conscients quand même de ce qui se passe et que souvent on s'est dit il se passe des choses anormales et puis après on revient à sa petite vie, à son métier, à ses enfants et on oublie. Et entre-temps, il y a des milliers de morts, comme le disait Salim, par le cancer. Une personne toutes les 4 minutes en France meurt d'un cancer. Et je suis persuadée que parmi vous, il y a personne qui n'a pas dans son entourage quelqu'un qui est mort ou qui est atteint d'un cancer. À côté de ça, les médias vous balancent des dépêches absolument hallucinantes. L'autre jour, j'ai entendu un enfant sur 440 va développer un cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. Ça n'interpelle absolument personne. Ils disent ça entre le nouveau disque de Johnny Hallyday, voilà. Et c'est absolument aberrant, quoi. Donc moi, j'étais comme tout le monde. Et puis, au moment de la grippe H1N1, j'ai trouvé que là, vraiment, ils accumulaient, qu'il y avait trop de non-sens, de stupidité, d'incohérence dites par les autorités. Que les médias rabâchaient des dépêches qui étaient souvent contradictoires ou qui ne voulaient rien dire, mais vraiment sans aucun problème et sans se poser de questions. Et voilà, donc j'ai commencé à enquêter. Pour moi, d'abord, parce que il y a quelques années, je m'étais fait vacciner contre l'hépatite B et ma fille aussi, et que rétrospectivement, j'ai eu très peur et j'ai beaucoup culpabilisé. Donc je m'étais dit qu'on m'y reprendrait plus. Donc j'ai commencé à enquêter sur le H1N1. Et là, j'ai découvert mais vraiment des trucs absolument ahurissants que personne ne disait. Tellement ahurissants que j'ai fini par douter de mes capacités à comprendre. J'ai pensé que je devenais stupide et que j'avais peut-être pas tout compris. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est de repérer les experts qui me paraissaient au-delà de tout soupçon et de leur demander de me recevoir pour leur poser entre 4 yeux les questions que je me posais, à savoir est-ce que j'étais folle ou est-ce que c'était vraiment ce qui se passait. Et ces gens-là m'ont dit, non seulement confirmé, mais m'ont donné des informations qui laissaient présager que c'était vraiment pire que ça. Donc après, je me suis dit, le discours des autorités et des labos, c'est de dire ce sont des coïncidences. On n'y peut rien. Donc, coïncidence, c'est bien, mais quand c'est une fois, dans l'armée américaine, on dit une fois c'est un hasard, 2 fois c'est une coïncidence, 3 fois c'est un complot.
Or là, quand on remonte un peu l'histoire, on s'aperçoit qu'ils nous ont fait 50 fois le coup dans les dernières décennies, toujours avec le même plan. C'est-à-dire au départ, on nous dit tel médicament, c'est génial. Quand ça commence à chauffer un petit peu, ils nous disent oui, d'accord, mais il n'y a aucune preuve qu'il y ait une relation de cause à effet. Et puis quand ça va très très mal, ils nous disent oups, dans l'état des connaissances de l'époque, on ne pouvait pas savoir que c'était dangereux. Or bon, je veux dire que quelqu'un ne sait pas le métier, s'en rend pas compte, d'accord, mais ces gens-là, soit ils ont comment on dit, pris le serment d'Hippocrate. Prêter le serment d'Hippocrate, et donc leur première, je veux dire, eux devraient se poser la question avant de nous balancer des médicaments, ils devraient se demander si c'est vraiment bon ou nocif. Les politiques, j'en parle même pas, parce que comme ils ont été élus normalement pour prendre soin de nous, c'est un peu, voilà quoi. Donc après ça, on s'aperçoit que c'est vraiment le même plan. C'est-à-dire que dans chaque domaine, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage ou dans les médicaments, c'est exactement le même plan, c'est la même stratégie. C'est-à-dire que quand on regarde depuis les dernières décennies, ils nous ont fait je ne sais pas combien d'alertes à la grippe en nous disant qu'on allait tous mourir. À un moment donné, quand on voyait une oie dans un jardin, on commençait à avoir la trouille d'attraper la grippe aviaire. Après, ça a été bon. Et chaque fois, quand on regarde derrière, on s'aperçoit que, par exemple, les épidémies de grippe correspondent au moment où Rumsfeld est rentré 2 fois au gouvernement des 2 Bush, le père et le fils. La première fois, il a fait passer l'aspartame, et la deuxième fois, il a fait passer le Tamiflu. Et comme par hasard, après que le Tamiflu était homologué, on a eu des épidémies de grippe absolument, qui n'existaient même pas d'ailleurs. Donc là, on se rend compte que tout le système est verrouillé. Et qu'il n'y a pas, je veux dire, il faut absolument réagir par rapport à ça, parce que on ne sait pas comment ça a été possible. Enfin, moi, la question que je me posais, c'est comment ils sont arrivés à nous faire, à nous mener en bateau comme ça, et comment ça a été possible. Et donc, j'ai commencé à remonter dans le temps, et on s'aperçoit qu'en fait, ça a démarré après la deuxième, ça a pris de l'ampleur après la Deuxième Guerre mondiale. Quand un monsieur qui s'appelait Rockefeller a commencé à s'acoquiner ou plutôt à s'associer avec I.G. Farben en Allemagne, sans aucun problème, ils ont vendu aussi bien aux Alliés qu'au régime nazi. I.G. Farben, ils avaient quand même I.G. Farben Auschwitz où ils faisaient leurs petites expériences, ce qui fait que tout ce qu'ils nous ont dit après-guerre, qui étaient des découvertes d'après-guerre, c'était en fait ce qu'ils avaient trouvé en faisant les expériences sur les gens à ce moment-là qui étaient sans défense dans les camps de concentration. Après la guerre, on s'aperçoit que Fritz Dermer, qui était le patron d'I.G. Farben, a pris 4 ans à Nuremberg, ce qui n'est déjà pas terrible vu le nombre de morts, mais il est sorti très très vite après parce que Rockefeller à ce moment-là était rentré dans le gouvernement américain, donc il a pu très vite le faire sortir. Et après ça, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du fric maintenant qu'on a raté notre coup Et puis je pense qu'ils avaient pris goût un peu à la mondialisation, déjà en vendant sur 2 ou 3 pays. Et donc ils se sont dit, qui contrôle la nourriture contrôle le monde, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi les gens sont le plus réceptifs et ont le plus peur? Leur santé. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont dit, oui, mais comment on va faire pour vendre dans le monde entier? Il y a des gouvernements nationaux, il va falloir chaque fois qu'on se lutte avec les gouvernements de tous les pays du monde. Donc ils ont trouvé une idée géniale, ils se sont dit, on va faire des organismes internationaux qui vont coiffer les gouvernements nationaux. Et ils nous ont vendu ça avec un emballage absolument sublime, c'est-à-dire l'ONU, pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Dans la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, je comprends que les mecs n'aient plus en vie. Après ça, le FMI, pour aider tous les nécessiteux du monde, c'était tellement joli chaque fois que c'est normal qu'on ait adhéré. L'OMS, pour qu'il n'y ait plus jamais de malades, que tous les malades soient traités à égalité partout. L'OMC, pour que vraiment il n'y ait plus de gens qui meurent de faim dans le monde. Je veux dire, c'était extraordinaire. Le problème, c'est que ces institutions supranationales non élues n'ont servi qu'à protéger les intérêts des cartels. En fait, c'était une façon de faire du profit dans le monde entier. Et c'est comme ça que
plus elle faisait du profit, plus elle devenait importante et incontournable. Et c'est comme ça qu'on est maintenant, je pense, gouverné par les multinationales, par 200 ou 300 personnes dans le monde, pas plus. Comme ils étaient très intelligents, ils n'ont rien laissé au hasard. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va contrôler l'éducation. Et donc, par leur fondation, ça aussi c'est très joli, ils donnent l'argent aux pauvres dans des fondations, mais en fait c'est les mêmes qui récupèrent cet argent-là pour acheter des vaccins, qui font marcher, les mêmes actionnaires. Voilà. Donc, si tu permets, les fondations, c'est un système de défiscalisation. Oui, absolument. C'est-à-dire, le type, il doit payer $1 milliard d'impôts, il ne va pas les payer, il va les donner à sa fondation, et avec sa fondation, il va acheter des produits. Donc l'argent n'arrête pas de tourner chez eux. Ce n'est que ça. Il faut sortir de ce schéma. La même chose, hein, le papier cadeau, schéma sentimentaliste, type c'est pour fondation Melinda, Bill Gates et Warren Buffett et compagnie qui vont donner des milliards de leurs trucs à des fondations. Non, ils s'octroient ce fric à eux-mêmes. Ils se prennent des salaires mirobolants. Hein, c'est le cousin, la cousine qui mettent en place, qui prend un salaire à 200-300 000 euros par an, dollars par an. Enfin, c'est une fumisterie de très haut niveau. Oui, mais par exemple, les médias le disent pas. Ça, dernièrement, voilà. On nous a dit que les plus grands milliardaires américains donnaient tout leur argent aux pauvres, qui considéraient que c'était anormal que leurs enfants en héritent, et qui donnaient donc 95% au monde, à l'humanité. Quand on regarde bien, effectivement, c'est à leur fondation. Et avec ça, ils ont acheté des millions de vaccins pour aller vacciner les petits Africains, mais qui vend les vaccins? C'est les mêmes actionnaires. Donc, voilà. Ils ont noyauté les universités aussi, parce qu'il faut savoir que les plus grandes universités scientifiques sont sponsorisées par les fondations de ces gens-là. Ils ont noyauté la presse et muselé la presse même, puisque les 3/4 des journaux leur appartiennent, enfin pas les 3/4, non, les journaux scientifiques leur appartiennent pratiquement en totalité. Les autres, s'ils leur appartiennent pas, les budgets publicitaires sont énormes derrière, donc les 3/4 des gens se taisent. Parce qu'il faut savoir que les labos, c'est pas seulement les médicaments, c'est l'eau de Cologne bien-être, les yaourts machin. Bon, donc la plupart du temps, les gens se couchent devant les sommes astronomiques qui leur sont proposées. Il y a aussi la désinformation des médecins, puisque les journaux qui arrivent sur le bureau des médecins sont tous des journaux qui sont sponsorisés par les labos. Pour la petite histoire, en France, les journaux, le quotidien du médecin, tous les journaux qui arrivent pour l'information des médecins appartiennent aux frères de Kouchner. C'est à peine un petit conflit d'intérêts. Bon, les experts achetés, bien évidemment, tout le monde en a entendu parler ces derniers temps. Il faut savoir aussi que les experts qui ne sont pas achetés, qui sont très propres et qui arrivent là-dedans, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose dans la mesure où... par exemple, pour avoir un AMM, une autorisation de mise sur le marché d'un médicament ou d'un produit, l'AFSAPS, par exemple, qui statue là-dessus en France, n'a pour être tenu au courant ou pour statuer que les données du labo. Il n'y a aucune contre-expertise qui est possible. Donc on voit mal le labo dire voilà, on vient de sortir un médicament, ça nous a coûté 4 milliards, mais c'est vraiment de la merde. Donc le jeu est vite plié. Que ces instances sont financées, par exemple, l'instance européenne est financée à 70% par les labos, l'AFSAPS est financée à 83% par les labos en France et la FDA à 50%. Donc, comme tu m'as dit il n'y a pas longtemps, Napoléon a dit dans une phrase que les gens mordaient rarement la main qui les nourrissait, ce qui me paraît à peu près normal. Donc le truc est complètement... Il a dit aussi, c'est la main qui donne, qui commande, parce que c'est la main qui donne, elle est au-dessus, et la main qui reçoit, elle est en dessous. Voilà. Pour couronner le tout, il y a bien sûr le lobbying, c'est-à-dire que les politiques, les 3/4 sont facilement achetables, dans la mesure où, entre deux mandats,
entre 2 mandats, le mec est pharmacien ou médecin et qui devient député et qui sait que dans 3 ans la majorité va changer ou dans 4 ans, il va pas remonter le cabinet qu'il a laissé tomber 4 ans avant. Donc voilà. Et de là vient le système des portes tournantes ou les chaises, je sais pas comment tu l'as dit tout à l'heure, ou le pantouflage, ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, par exemple, quelqu'un va être président de Monsanto pendant 2 ans. Quand il faut faire passer une loi sur les OGM, on le fait rentrer à la FDA. Ensuite, quand la loi est passée, pour le remercier, on le met au ministère de la Santé, et ainsi de suite. Et ça, c'est dans tous les pays. En France, on a eu des exemples célèbres. Et voilà, c'est comme ça que passent les lois, par exemple, sur les OGM, où on nous dit déjà qu'un OGM est égal. Ils ont fait passer la première chose qu'ils ont fait passer, c'est la loi d'équivalence en substance, c'est-à-dire qu'un OGM égale un poireau OGM égale un poireau pas OGM. Donc à partir de là, c'est circulé, il n'y a rien à voir puisque c'est les deux mêmes. On n'a pas besoin de demander d'autorisation. Mais à côté de ça, quand ils ont créé un OGM, ils demandent la propriété parce qu'ils ont mis un germe, dont une séquence d'ADN différente, dans le truc. Donc déjà, ça tient pas debout. Mais bon, et toutes les lois ont été faites comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'étiqueter un produit en disant contient des OGM, mais on n'a même pas le droit d'étiqueter un produit en disant ne contient pas d'OGM. Ils considèrent que c'est diffamatoire par rapport à celui qui contient des OGM. Donc, nous, consommateurs, on ne peut pas s'en sortir. Je veux dire, on est au courant absolument de rien. Donc, à côté de ça, il y a aussi la brevetabilité du vivant, c'est-à-dire qu'ils pillent absolument toutes les semences qu'il y a sur Terre, dans tous les pays. Donc, dans certains pays comme l'Afrique, etc., ils ont détruit totalement l'agriculture vivrière. Donc, c'est vrai que les gens étaient pauvres, mais au moins, ils pouvaient cultiver leur agriculture locale et manger. Maintenant, ils peuvent plus, parce qu'on leur vend la semence avec le pesticide et l'herbicide et l'engrais qui va avec, qui détruit tout le reste autour. Et souvent, les semences sont aussi terminators, c'est-à-dire qu'elles se détruisent après la première récolte. Donc quand ils viennent nous dire que les OGM sont indispensables parce qu'il faut nourrir 7 millions de gens sur la planète, c'est pas vrai. 7 milliards, pardon. C'est pas vrai dans la mesure où le paysan il est encore plus pauvre, puisque l'année d'après il est encore obligé de racheter des semences, alors qu'avant il prenait les graines de ses poivrons ou de ses tomates et il les replantait. Donc c'est comme ça, ils ont absolument tout détruit et c'est le même plan effectivement partout. C'est-à-dire ils ont détruit les sols, ils ont détruit l'agriculture, ils ont détruit l'élevage parce que bon, qu'on soit carnivore et qu'on mange de la viande, pourquoi pas. Mais ce qu'ils ont fait dans les élevages industriels, c'est absolument abominable pour les bêtes. Déjà, la façon dont ils les traitent est absolument monstrueuse. Et en plus, nous, comme c'est dans des conditions d'hygiène absolument dégueulasses, ces bêtes sont bourrées d'hormones déjà et ensuite d'antibiotiques. Ce qui fait que ça nous rend, nous, résistants aux antibiotiques, parce que nous, on est en bout de chaîne. C'est-à-dire quand on vous dit, oui, mais c'est une dose minime, ça ne fait rien sur la santé. Oui, mais ça, c'est sur un aliment. Quand on en mange 10 par jour et qu'il y a 10 doses dedans, ça nous rend complètement résistants. Et le poisson, c'est pareil. Ils nous disent, oui, mais pour nourrir la planète, on ne pourra pas, on est obligé de faire du poisson d'élevage parce qu'il n'y a pas assez de poissons dans les mers pour nourrir tout le monde. Quand on sait qu'il faut 5 kilos de poissons de mer pour faire 1 kilo de poissons d'élevage, cherchez l'erreur, qui est-ce qui vide les mers? Le problème, c'est que le pêcheur qui part à la pêche et qui vend ses poissons à la criée, là, comme sur le port, hein, sur le vieux port, ou le paysan qui fait ses jambons et qui les vend au marché, ils peuvent rien prélever dessus. Donc le but étant de prélever sur tout et d'avoir le monopole, il fallait absolument qu'ils détruisent toutes les structures artisanales pour pouvoir toucher leur dîme sur tous les produits. Donc voilà. Ils n'ont pas détruit que ça, ils ont détruit aussi l'économie, parce que si c'était pour nous rendre plus riches, en meilleure santé, etc., il faut croire qu'ils ont tout raté, parce que je veux dire, tout est foutu. En fait, c'est une poignée de banksters qui a décidé de s'approprier tout ce qu'il y avait comme richesse au monde.
Oui, pour les semences, il y a aussi un truc qui est très marrant, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils empêchent les semences de se reproduire, eux, les mêmes, Bill Gates, Rockefeller, Monsanto, Syngenta, ont monté au pôle Nord un coffre-fort, en Islande, un coffre-fort énorme, dans lequel eux gardent toutes les séquences ADN. Par contre, les paysans n'en ont plus, parce que pour faire homologuer une semence, ça coûte 400 000 €, et que bon, très peu de gens ont les moyens, sauf les gros groupes, de le faire. Ils essayent aussi d'interdire toutes les substances naturelles. Le purin d'ortie, par exemple, est passible de 4 ans de prison et de 250 000 € d'amende. Alors pourquoi ? On a tous des orties dans son jardin, et c'est le plus grand fertilisateur de la terre. Simplement, le purin d'ortie n'est pas brevetable, parce qu'on en a tous. Donc voilà, en fait, ils confisquent absolument tout à leur profit. Et si tu permets, concernant les élevages, il y a des passages dans le livre sur les élevages assez monstrueux, mais vraiment monstrueux. Et c'est pas pour faire le malin, mais j'ai rarement entendu Brigitte Bardot s'en plaindre. Et ça me dérange. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les poules, elles sont tellement accélérées dans leur croissance que leurs pattes se brisent sous leur poids. L'élevage de porc, mais c'est abominable. C'est pas imaginable. Les truies sont attachées, quand elles donnent naissance à des petits, elles ne peuvent même pas se retourner pour les lécher, ni pour les... rien. Même pas les regarder, même pas regarder sa progéniture. C'est pas humain. Les poussins, ils passent à la broyeuse directement, les plumes vivants et tout, pour faire des trucs pour les chiens, les chats, nos animaux. Le poisson au Vietnam, on accélère la pendaison avec des hormones féminines urinaires qu'on trouve dans l'urine séchée. On donne avec de l'hormone de femme enceinte. De l'hormone de femme enceinte, contenu dans les urines de femme enceinte. C'est quand même, on donne pas ça à manger quand même. On donne pas ça, c'est pas possible. Quand on pense qu'on a donné des placentas d'hommes qui ont été récupérés en Suisse dans des maternités, qui ont été séchés, envoyés à bouffer aux bovins, c'est quand même... on a fait le tour de la question, là on est arrivé au bout, là. Je crois que c'est bon, ça suffit, on arrête. Il faut arrêter, on arrête. C'est plus possible. On ne jette plus rien et on donne on devient cannibale. On donne à la vache à bouffer du placenta humain. C'est une information du Monde. C'est sorti dans Le Monde il y a quelques années quand même. Donc il y a des passages sur l'élevage, sur les lapins, les poules, le porc, le poisson, vraiment apocalyptiques. Il faut absolument lire ça. Et non, je t'en prie. Et donc j'étais très en colère au fur et à mesure que je découvrais tout ça, et je me suis dit que d'abord c'était une insulte à notre intelligence, c'était une insulte à la confiance qu'on leur faisait, parce qu'on pense que parce qu'on a élu des gens, ils vont prendre soin de nous, ils le font pas. Et je savais que j'allais avoir des problèmes en appelant le livre Complot mondial contre la santé, parce que la dernière magouille des labos, c'est bien évidemment de dire que tous les gens qui les dénoncent sont des complotistes qui veulent leur mort. Mais en fait, qui sont les complotistes ? Est-ce que c'est nous qui dénonçons, ou est-ce que c'est eux qui s'allient derrière notre dos et qui d'abord confisquent les richesses de l'humanité qui ne leur appartiennent pas, ensuite qui s'en servent dans des buts qui nous sont néfastes. C'est-à-dire que quand on regarde la définition, parce que je suis allée jusque-là dans le dictionnaire du mot complot, c'est des gens qui se réunissent derrière notre dos dans des buts néfastes. Or, qu'est-ce qu'ils font ? Je veux dire, pas autre chose que ça, puisque nous, on croit, enfin moi je fais partie de la génération qui a cru dur comme fer à la démocratie, qu'il fallait aller voter et s'exprimer pour avoir le droit de se plaindre après. Or, on s'aperçoit que ce petit noyau de 200 ou 300 personnes en ont rien à foutre des gouvernements et de la démocratie. Eux se réunissent derrière notre dos dans des sociétés secrètes, et qui prennent les décisions sans nous, alors que ce ne sont pas des gens qui sont élus par nous.
et qui prennent les décisions qui sont bonnes que pour eux, c'est-à-dire aucune entrave au marché, quelles que soient les conséquences. D'abord sur notre fric, parce que le trou de la Sécu, il faut arrêter de nous faire, nous dire ce genre de truc. Quand on fait faire des vaccins comme le papilloma qui coûte 450 € par vaccin, et qu'on sait, parce que c'est marqué dans le document d'AMM, que ça ne sert à rien, et qu'on fait des campagnes de pub pour le faire vendre, ça s'appelle comment ? Ensuite, je veux dire, c'est pas que, il nous touche pas que dans notre économie, il nous touche dans l'humanité. Je veux dire, dans tout ce qu'on a de. Donc pour moi, il y a complot, je le maintiens, parce que je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Il y a complot parce que si vraiment c'est si clair que ça, pourquoi est-ce qu'ils nous mentent ? Pourquoi est-ce qu'ils nous manipulent ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des contre-expertises ? Pourquoi ils nous disent pas la vérité? Il y a complot parce que, en fait, c'est une guerre, puisqu'on n'est pas au courant. Et c'est une guerre qui est d'autant plus sournoise que l'ennemi est vachement gentil, quoi. L'ennemi, il veut se préoccuper de notre santé, il veut nourrir la terre entière, il veut plus qu'il y ait de pauvres, il veut plus qu'il y ait de malades, ils font tout pour nous. Mais donc on peut pas se battre contre un ennemi quand on sait pas qu'on en a un. On peut se battre quand on le sait. Je sais plus qui c'est qui a dit si vous plongez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va sauter, elle va essayer de se tirer. Si vous la mettez dans de l'eau et que vous réchauffez l'eau au fur et à mesure, elle reste parce qu'elle n'a pas compris. Et nous, je pense que c'est notre cas. Maintenant, beaucoup de gens me disent oui, alors maintenant que tu nous as bien fait flipper, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on n'a pas le choix, sauf dire non. Il faut entrer en résistance. Dire que tout ce qu'ils nous disent, c'est pas du tout. Il faut pas confondre l'information. Ce qu'on prend pour de l'information, c'est de l'intox. C'est pas du tout de l'information parce que l'information, elle est vraiment pas là. Et puis, je pense qu'ils essayent de nous monter les uns contre les autres dans plein de domaines, et que finalement, les ennemis, c'est pas nous qui sommes ennemis, notre ennemi, c'est eux. Et pour finir, je voudrais juste lire une phrase qui est pas de moi, enfin un petit bout qui est pas de moi, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est un petit mot de Bernanos en 1947. Qui disait « Je pense depuis longtemps que si un jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu'elle s'attire, mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public. Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons maintenant assister, ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu'il y a de plus en plus d'hommes obéissants et dociles. » Voilà. Je vous ai bien plombé.